Avec les plus éminents virologues mondiaux, les géopolitologues les plus réputés, Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur en 2009, mais aussi les spécialistes du risque épidémiologique, ce documentaire tente de répondre à l'une des plus grandes questions de notre histoire. Un virus mutant pourrait-il nous mener à notre perte? Ou l'homme créera-t-il lui-même l'objet de sa fin? Si la France et les pays industrialisés ont mis en place des systèmes d'alerte, des mesures drastiques pour lutter contre une pandémie, on voit bien avec la grippe mexicaine que le danger n'était finalement pas si important que ça. Mais si c'est bien le cas, c'est parce que la grippe A n'est qu'une mutation possible, une forme peu agressive du virus. Et le pire serait à venir. Alors, que craignent vraiment les scientifiques? Pour avoir une pandémie, il faudrait la rencontre d'un virus au sein d'un creuset, c'est-à-dire le porc. Le porc, lui, peut aussi bien attraper la grippe humaine que la grippe de l'oiseau. Et à ce moment-là, les deux virus au sein d'une même cellule, lorsqu'ils se reproduiraient, mélangeraient les pinceaux, si je puis dire, et formeraient des nouveaux virus qui auraient emprunté une partie des gènes à l'homme, une partie des gènes à l'oiseau. Sur ces virus-là, fabriqués au hasard par le mélange des deux, la plupart, 999 sur 1000, ne seraient pas viables. Mais il suffirait un jour qu'un, le soit, puisse se reproduire chez l'homme, mais qu'il aurait les capacités de l'oiseau, et là, nous ne serions pas immunisés, parce que ça serait complètement différent de ce que nous rencontrons habituellement. Et ça serait ça l'occasion des grandes pandémies comme la grippe espagnole que nous avons connue, les 3 pandémies que nous avons connues ont été à cette occasion le mélange de 2 virus. Une grippe espagnole de 1918 qui a effectivement fait plus de 40 millions de morts. La grippe asiatique de 1957 a fait, elle, plus de 2 millions de morts. Enfin, la grippe de Hong Kong de 1968 fut moins meurtrière avec 1 million de morts. Plus près de nous, la grippe aviaire a suscité toutes les craintes, avec seulement 205 morts recensés, principalement en Asie du Sud-Est, et des enjeux financiers colossaux. L'histoire de la pandémie aviaire, on peut dire qu'elle a été montée essentiellement par un homme, Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, car avant de devenir secrétaire d'État, il était directeur d'un petit laboratoire financé par le groupe militaro-industriel américain pour chercher les antidotes au virus. Et dans cette recherche, ils ont trouvé le Tamiflu. Et évidemment, il a utilisé sa position de force quand il a été secrétaire d'État pour imposer à l'ONU son médicament, d'autant plus qu'il était le premier actionnaire de la société Gilead lorsqu'il n'en était plus le directeur. L'histoire est quand même merveilleuse. C'est le laboratoire de l'armée américaine et ses 16 000 chercheurs à Fort Detrick qui en sera le symbole en 1959. Les gigantesques progrès technologiques et les connaissances en microbiologie ainsi qu'en virologie vont marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Désormais, l'homme créateur de micro-organismes est capable du meilleur,
comme du pire. Les risques biologiques qui sont liés aux biotechnologies, c'est finalement la manipulation du vivant pour en faire des toxines, des bactéries ou des virus dont on ne connaîtrait pas, les parades et qui seraient hautement pathogènes et donc susceptibles de contaminer des populations entières ou de cibler des types de populations. Donc on a aujourd'hui devant les capacités et les technologies en matière de biologie et de biogénétique des menaces qui sont devant nous qui sont très importantes. Un laboratoire Baxter s'amusait sciemment à faire un vaccin anti-H5N1 en mélangeant des virus de la grippe humaine avec des virus de la grippe aviaire H5N1 hautement pathogène et les a expédiés comme ça par la poste à différents laboratoires européens pour les tester sur des furets. Ça fait frémir, sans même que le personnel soit averti du risque évidemment d'éclosion d'un virus de toute pièce. Et c'est là qu'on voit en fait le danger. C'est qu'il y a des endroits où il y a des gens qui pensent mal, car si on pouvait donner un petit coup de pouce à une pandémie, on vendrait beaucoup de médicaments. Alors on est quand même très suspicieux, on ne croit pas une bévue, de ce laboratoire, Baxter, en Autriche, qui vraiment, ça devrait être condamné. C'est comme le tribunal pénal international. Immédiatement, ces gens-là devraient être saisis et fermer le laboratoire. Des laboratoires qui sont censés répondre justement et heureusement à des normes internationales très strictes de sécurité lorsqu'ils sont classés P4, ce qui signifie pathogène de classe 4. La France possède un seul établissement de ce type à Lyon, en plein cœur du 7e arrondissement. Des laboratoires susceptibles d'abriter des micro-organismes très pathogènes, comme des virus générant des fièvres hémorragiques, Ebola par exemple, ou encore des maladies infectieuses à haut pouvoir de dissémination et à haut taux de mortalité, comme la variole. Dans le fond, on voit la patte de l'homme, on voit les intérêts commerciaux. Dans le fond, Rumfeld veut vendre son médicament, le Tamiflu, donc il organise une psychose par l'intermédiaire de l'OMS. Ensuite, vous avez un autre laboratoire qui se dit « Putain, si je déclenche ma pandémie, je vais être le premier à avoir l'antidote, c'est le jackpot. » Et donc, on est confronté à ces problèmes. C'est beaucoup plus apocalyptique. C'est l'homme qui le crée. Les menaces biologiques sont certainement les menaces qui font entre guillemets le plus peur, parce qu'elles sont invisibles, impalpables. C'est encore entre guillemets pire que le nucléaire. Le rayonnement ionisant, vous le mesurez, vous avez des appareils. La recherche du virus ou de la bactérie, vous la mesurez pas. Donc les problèmes de transfert de contamination, on voit bien à travers la pandémie grippale. Mais imaginez des virus encore beaucoup plus pathogènes, avec une morbidité plus grande. Imaginez que c'est encore beaucoup plus angoissant. Donc effectivement, la menace biologique est une menace extrêmement angoissante. Je pense que les scénarios les plus noirs sont les scénarios biologiques. Mais c'est très difficile à faire un agent biologique, semble-t-il, qui fonctionne. Donc c'est le plus noir et le plus difficile. Un pouvoir de la terreur que très tôt les hommes ont utilisé. L'armée impériale japonaise, lors de l'invasion de la Chine en 1941, larguait des puces contaminées par la peste, causant d'épouvantables épidémies. Aujourd'hui, directement manipulée par l'homme, la création d'un virus reste étrangement localisable. L'agent pathogène qui aurait été manipulé par l'homme, on peut tout de suite savoir d'où il vient, qu'il a été manipulé, qu'il n'est pas naturel, parce que on est capable, vous savez bien, la signature génétique par l'ADN, eh bien, un organisme vivant a un génome, soit un ADN, soit un ARN. On peut donc l'analyser, ces protéines, savoir leur construction, leur formule. Et dans cette formule, comme il y a des mutations, chaque mutation, après, il y en a une autre, et ainsi de suite,
on est capable de savoir dans quel pays on trouve tel type de virus, ensuite qu'il a muté en allant à Singapour, puis que curieusement, on n'avait pas rencontré tel type de mutation ou trop de mutations à un endroit donné, et que ça peut être fabriqué qu'à partir de la souche qui est sortie de tel laboratoire. Et donc tout ça, c'est surveillé, vous pensez bien, par les grands États qui ont des moyens scientifiques importants. Si seulement quelques États sont capables de surveiller les activités des laboratoires mondiaux, ce sont ces mêmes États qui expérimentent de nouvelles armes biologiques. En ligne de mire, la guerre bactériologique, bien qu'interdite depuis la Convention de Genève en 1972. Dans le cas du nucléaire, la production d'armes est extrêmement complexe et l'utilisation est complexe aussi. Dans le cas du biologique, la production est beaucoup plus facile. Elle est moins coûteuse, elle nécessite beaucoup moins d'infrastructures. C'est essentiellement de la matière grise et peu de matières premières. Et là, on peut faire beaucoup de dégâts. En revanche, l'utilisation, elle, est complexe. C'est aussi pour ça que les spécialistes écartent généralement. On prend des mesures. On stocke des vaccins antivarioliques et on a quand même des moyens de détection aussi qui sont déployés de manière plus ou moins assez discrète en général. Heureusement, pour pas alerter les populations. Mais globalement, c'est considéré comme un risque plausible. Sur une échelle de 1 à 10, on est dans le nucléaire, on n'est même pas à 1. Voilà. Dans le risque biologique, on est peut-être à 2. Enfin, voilà, c'est quand même un risque très faible, disons, sur une échelle de 10. Un pouvoir destructeur de certaines maladies qui n'a évidemment pas échappé aux armées à travers le monde. Aux États-Unis, la première attaque biologique officielle remonte au XVIIIe siècle. C'est le général Amherst qui autorisa la distribution de couvertures infestées de petites véroles aux Amérindiens de la tribu des Delaware, dans le but avéré de les exterminer par la maladie, même si personne à l'époque ne pouvait, bien sûr, savoir ce qu'était une bactérie. Et encore une fois, c'est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que les recherches en armement bactériologique vont s'accélérer. L'intérêt d'une guerre bactériologique, ce serait d'atteindre les civils sans, évidemment, toucher aux bâtiments et aux moyens de production, et donc de tout récupérer. Évidemment, depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique, les Américains, les Israéliens, ceux qui sont en avance en biotechnologie, ont développé secrètement des virus et des bactéries plus pathogènes, plus toxiques, pour s'en servir. Mais on s'est rendu compte qu'elles sont difficiles à diffuser sur un pays. Imaginons qu'on voudrait atteindre l'Hexagone par la peste. Et imaginons qu'un avion circule comme ça, puis lâche des millions de bactéries. Eh bien, on s'aperçoit, et ça, tout ça, ça a déjà été simulé, puis il y a eu des accidents, que si on voulait répandre 50 kilos d'une bactérie quelconque, la turalémie, la peste, la brucellose, etc., etc., on s'aperçoit que sur une agglomération de 5 millions d'habitants, avec un avion qui lâcherait, qui diffuserait d'un seul coup un stock de 50 kilos d'une bactérie très pathogène, seuls environ 250 000 maximum personnes seraient touchées, et pas plus, on estime, de 70 000 décès, ce qui est quand même restreint. Le but ne serait pas atteint. Pendant une période de 20 ans, qui s'ouvre ironiquement sur la ratification par Moscou du traité d'interdiction des armes biologiques en 1972, l'Union soviétique a édifié le système de guerre bactériologique le plus important et le plus perfectionné du monde. Nom de code, Biopréparat. C'est ainsi que l'on nommait le système. 40 sites en Russie et au Kazakhstan. Un empire clandestin de laboratoires de recherche, de terrains d'essai et d'unités de production où travaillaient plus de 55 000 personnes. Leur mission ? Concevoir et produire des armes les plus dangereuses à partir de bactéries, de virus et autres toxines. Certaines unités produisaient jusqu'à 700 tonnes d'anthrax par an. Il y a 3 grandes catégories. Vous avez des bactéries, vous avez des virus, ce ne sont pas les mêmes organismes biologiques, et vous avez enfin
des toxines, des champignons, des choses comme ça. Bon, des matériaux naturels qui ne sont pas des virus et pas des bactéries et qui peuvent tuer. Là, dans les 3 cas, ce qui est très compliqué, c'est de diffuser, de disséminer. Alors c'est compliqué, parce que ça peut tuer ceux qui disséminent, mais on sait bien que ce sont souvent des kamikazes, donc le problème peut être contourné. Donc c'est une arme qui peut échapper au contrôle de la personne qui l'utilise, mais parce que ce sont des organismes vivants, et donc ils sont très vulnérables. Ils peuvent être détruits par la chaleur, ils peuvent ne pas arriver à destination à cause de problèmes de vent, etc. Donc c'est quand même des armes qui sont très difficiles à manier. Il y a eu des cas. Il y a eu des tentatives. À ma connaissance, il y a eu d'abord la tentative à l'anthrax, que les anglo-saxons appellent l'anthrax, en fait le charbon, au mois d'octobre 2001, enfin dans la foulée des attentats du 11 septembre. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnalités américaines qui ont reçu des lettres pleines de spores de charbon. Bon, ces spores de charbon ont tué, à ma connaissance, quelques individus, 2, 3. Peut-être ça mérite vérification, mais enfin, on n'est pas dans les attentats de masse. Pourtant, les gens voulaient en tuer une grande quantité, donc ils n'ont pas réussi. C'est en effet 7 jours après les attentats du 11 septembre que les lettres contenant les bactéries de la maladie du charbon ont été envoyées à 5 bureaux de grands médias et à 2 sénateurs américains. Si 5 personnes sont décédées suite à l'inhalation des poudres contaminées, à ce jour, aucun individu ou groupe n'a été mis en examen. Suite aux attaques à l'anthrax, plus de 50 équipes spécialisées ont été créées sur le territoire américain. Nous sommes entraînés pour tout type d'armes, de toute nature, gaz moutarde, gaz sarin, quelques armes biologiques. L'adjudant Jeff Smiley de la 95e équipe de secours assure que tous les pompiers et les policiers savent qu'ils peuvent compter sur ces équipes spécialisées dès qu'il y a une menace terroriste. Autre exemple et autre échec, la secte Aoum a essayé aussi de diffuser des spores de charbon et avait également utilisé des micro-organismes qu'on appelle des toxines botuliques. Très peu, là aussi, 0 victime dans les 2 cas. C'est une secte qui a montré de quoi elle était capable. Elle voulait vraiment tuer le plus grand nombre possible d'innocents, de civils, puisque la secte Aoum a utilisé ensuite des armes chimiques dans le métro à Tokyo, en faisant un grand nombre de victimes. Donc on voit que même si on a des moyens, même si on a ces armes, même si on est animé d'une rage meurtrière, ça marche pas très bien. C'est quand même assez compliqué. La diffusion des connaissances, la diminution des prix des appareillages, des outils pour faire des recherches, et les connaissances génétiques qui globalement progressent, induisent un risque à mon avis croissant. On n'y est pas encore, mais on sait qu'on peut recombiner, il y a des techniques pour recombiner des virus, donc des organismes vivants, c'est les plus petits organismes vivants, les virus, pour renforcer leur létalité, leur pouvoir de destruction, pour les recombiner entre eux. Pour leur donner telle et telle capacité, telles aptitudes. Ça, c'était un peu de l'ordre de la science-fiction avant, enfin, c'est des hypothèses théoriques. Maintenant, on y est. Aujourd'hui, c'est très sophistiqué, c'est très complexe. Il est plausible et probable que ces techniques puissent se répandre. Vous renforcez la résistance des virus, par exemple, ou renforcez la résistance des bactéries. Vous les rendez plus résistants à la température. Vous pouvez éventuellement diminuer leur pouvoir létal immédiat. Vous augmentez la durée d'incubation, par exemple, ce qui permet aux virus, aux bactéries de se répandre avant qu'on puisse détecter quoi que ce soit. Ça, c'est possible, c'est de l'ordre du possible. Mais on n'y est pas encore tout à fait, mais la diffusion des technologies fait que ce risque ira croissant. La réussite d'un attentat bioterroriste dépend effectivement d'un certain nombre de variables incontrôlables, comme le taux d'humidité dans l'air ou l'orientation et la vitesse des vents. Aussi, d'autres expérimentations bioterroristes pourraient voir le jour, et certains sont autant insoupçonnables qu'immensément dangereux. Depuis le phénomène de la vache folle, depuis qu'on a découvert ce qu'était l'agent pathogène de la vache folle, qui n'est pas un virus, qui n'est évidemment pas une bactérie, qui n'est pas un virus, qui est encore plus petit qu'un virus, parce que c'est une simple protéine, comme une enzyme de lessive, une protéine. Cette protéine, elle a la même formule qu'une protéine qui est dans notre cerveau, elle s'en distingue pas, mais elle a changé de forme.
Et en changeant de forme, elle a changé de caractéristique. Elle n'est plus biodégradable. N'étant plus biodégradable, elle reste sur place. Et elle se colle, quand elle a été déformée, elle se colle à sa voisine pas déformée, et elle le déforme, ce qu'on appelle dans le baiser de la mort. Et ça se propage. Et évidemment, l'organisme immunologique ne peut pas se défendre. Il ne voit pas que c'est un agresseur. C'est pas un organisme vivant, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus. Ni virus, ni microbes. L'agent responsable de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou plus simplement l'ESB, ou encore la vache folle, cet agent responsable est donc le prion. C'est en 1986 que le prion apparaît, lorsque le Royaume-Uni se réveille avec une épizootie d'ESB, l'équivalent d'une pandémie, mais pour les animaux. Le monde découvre la vache folle, le public apprend que, dans les élevages, les vaches ne mangent pas que des végétaux, mais aussi des farines animales obtenues à partir de carcasses bovines et de cadavres d'animaux. Le choc est brutal. L'épidémie va ensuite prendre une tournure particulièrement alarmante quand les scientifiques s'aperçoivent en 1996, soit 10 ans quand même après le premier cas de vache folle, qu'il existe une possibilité de transmission de la maladie à l'homme, tout simplement en mangeant de la viande contaminée. Ces vaches, dont le système nerveux infecté les empêche de se tenir debout, nous auraient transmis leur maladie neurodégénérative. Cet agent pathogène, qui est l'agent pathogène des maladies de Creutzfeldt-Jakob, une maladie neurodégénérative du cerveau, mais c'est vrai aussi pour l'Alzheimer, c'est vrai aussi pour le Parkinson, c'est vrai aussi pour le Huntington. Toutes ces maladies neurodégénératives du cerveau sont des encéphalopathies froides, c'est-à-dire des maladies neurodégénératives par mort des cellules à un endroit donné, où tout le cerveau, ou que le cervelet, ou que la mémoire, les cellules de la mémoire dans l'Alzheimer, ou les cellules du mouvement, donc les tremblements dans le Parkinson, par déformation d'une molécule naturelle, d'une protéine naturelle, qui par sa déformation va faire de la propagation aux autres protéines à côté, ne plus être biodégradable, rester dans le cerveau et commander aux cellules de mourir. Alors, on peut envisager là, d'ici une dizaine d'années, la fabrication d'agents beaucoup plus terrifiants que des virus ou des bactéries. C'est-à-dire que on pourra, vous pensez que dans 1 milligramme de cervelle de gens qui meurent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous avez la possibilité de tuer 1 milliard de personnes. C'est pas rien. Dans 1 milligramme de cerveau. Donc, il suffit d'un acte terroriste chez un fabricant de rillettes ou chez un fabricant de couscous, de mettre délicatement dans la grosse marmite qui va fabriquer 200 000 pots, il suffit de mettre une petite dose, et de façon insidieuse, 4-5 ans après, les gens se mettront à être malades. Donc, on ne saura pas qui est l'agresseur. Progressivement, il y aura les gens sont de plus en plus malades, souffrance morale, souffrance économique, disparition des gens, disparition à leur poste de travail. Et là, dans le fond, on peut s'accaparer un pays et son outil de travail, si je puis dire, d'une façon progressive, graduelle et insidieuse, sans qu'on connaisse l'agresseur. Voilà un scénario tout bonnement incroyable. Alors que l'on se prépare minutieusement depuis des années à l'arrivée de la grippe aviaire ou de l'une de ses mutations, nous avions oublié qu'une pandémie n'est pas forcément d'origine infectieuse. On peut effectivement modifier, trouver des astuces, modifier certaines protéines, le même schéma, pour n'aller atteindre que la mémoire récente, pas la mémoire ancienne. Donc par exemple, on pourrait très bien faire une mainmise sur les ingénieurs ou les techniciens,
qui pourraient continuer à travailler dans une usine, mais qui ne pourraient pas se révolter parce qu'ils auraient perdu leur capacité immédiate à réagir. On peut envisager vraiment tous les scénarios et c'est réalisable très rapidement. Fini les attaques nucléaires, les bombes sales, les explosions chimiques et autres pluies bactériologiques. Le scénario apocalyptique ultime? Toucher directement la santé d'une population, c'est insidieux, c'est discret, c'est définitif.